Salut à tous les assoiffés de culture et de bar. Voici un résumé analytico-approximatif de Candide de Voltaire. Il commence ainsi. Le paradis en Westphalie, entre noblesse de façade et philosophie du n'importe quoi. L'histoire s'ouvre sur un décor qui se veut grandiose, mais qui pue l'ironie. Le château de Monsieur le baron de Thunderton-Tronck en Westphalie. Voltaire plante le décor d'une noblesse de province un peu ridicule. Le baron est le caïd local simplement parce que son château possède une porte et des fenêtres. Sa femme, la baronne, pèse 160 kilos, ce qui lui confère une considération proportionnelle à sa masse. Au milieu de ce beau monde, on trouve Candide, un jeune homme à l'esprit si droit et simple qu'on l'appelle ainsi. On soupçonne qu'il est le fruit d'une liaison entre la sœur du baron et un voisin qui n'avait pas assez de quartier de noblesse, seulement 71, le pauvre, pour se marier. Le véritable cerveau de la bande, c'est Pangloss, le professeur de métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie. Sous ce nom barbare se cache une parodie de la philosophie de Leibniz. Pangloss enseigne qu'il n'y a pas d'effet sans cause et que, dans ce meilleur des mondes possibles, tout est parfait. Ces arguments sont d'une logique personnelle. Les nez ont été créés pour porter des lunettes, c'est pourquoi nous en avons. Les jambes sont faites pour être chaussées, d'où l'invention des culottes. Les cochons sont faites pour être mangés, c'est pourquoi on mange du porc toute l'année. Candide, buvant ses paroles comme une série Netflix, est convaincu de vivre au sommet du bonheur. Surtout quand il regarde la fille du baron, Cunégonde, une demoiselle de 17 ans décrite comme fraîche et grasse, un contumace de l'époque, promis. Le Pangloss Gate est l'expulsion du jardin d'Éden. Le drame arrive par la science. Cunégonde surprend Pangloss dans les buissons en train de donner une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre. Fascinée par cette démonstration de cause et d'effet, elle décide de tester la théorie avec Candide. Le lendemain, derrière un paravent, ils échangent un baiser. Le baron surgit, voit ce spectacle peu protocolaire et expulse Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. C'est la fin de l'innocence. Candide passe de l'aristocratie au statut de SDF en une seconde. L'enfer militaire chez les Bulgares. Affamé et grelottant, Candide échoue dans la ville de Walder-Burgtroff-Dickdorf. Là, il est abordé par deux hommes en bleu qui, sous prétexte de lui offrir à dîner, le recrutent de force dans l'armée du roi des Bulgares, une satire de l'armée prussienne de Frédéric II. On lui explique que s'il aime le roi, il est un héros. Candide, naïf, dit oui à tout. Résultat, on lui met des fers aux pieds et on l'entraîne à coups de bâton. Son apprentissage est rapide, 30 coups le premier jour, 10 le troisième. Il devient un prodige de la discipline militaire. Mais à quel prix? Un jour, pensant que le libre arbitre existe encore, il part se promener. Mauvaise idée. Il est rattrapé et condamné pour désertion. Le roi lui laisse un choix généreux. Passer 36 fois par les baguettes, se faire fouetter par 2000 hommes, ou recevoir 12 balles dans la tête. Croyant encore à sa liberté, Candide choisit les coups de baguette. Après 4000 coups, il n'a plus de peau sur le dos et ses muscles sont à vif. Il finit par demander la mort comme une grâce. Par chance, le roi passe par là, comprend que Candide est un jeune métaphysicien totalement déconnecté de la réalité et lui pardonne. Il est soigné juste à temps pour assister à une guerre totale. La boucherie héroïque et la charité hollandaise. La guerre éclate entre les Bulgares et les Avars. Voltaire décrit cela avec une ironie grinçante comme une boucherie héroïque. La musique des canons et des tambours forme une harmonie digne de l'enfer. On dénombre 30 000 morts. Pendant que les rois font chanter des hymnes religieux pour célébrer leurs victoires respectives, Candide s'enfuit à travers des villages dévastés où il voit l'horreur pure. Vieillards mourants, femmes éventrées, enfants massacrés. C'est la réalité brutale du meilleur des mondes. Il arrive enfin en Hollande, espérant trouver de la compassion chez les chrétiens. Il tombe d'abord sur un orateur religieux qui vient de faire un long discours sur la charité. Mais quand Candide avoue qu'il ne sait pas si le pape est l'antéchrist, l'orateur le rejette et sa femme lui vide un pot de chambre sur la tête. Finalement, le salut vient de Jacques l'Anabaptiste, un homme qui n'est pas officiellement pur aux yeux de l'Église, mais qui possède une bonté réelle. Il recueille Candide, le nourrit, le soigne et lui donne un emploi. Candide, ému, se remet à croire Pangloss. Tout est au mieux, puisque Jacques est si gentil. Mais l'histoire est loin d'être finie, car un nouveau choc l'attend au coin de la rue.
Voici un résumé extrêmement détaillé de cette partie des aventures de Candide, conçue pour être aussi complète que possible, tout en restant accessible et légèrement ironique. 1. Le retour de Pangloss, un cadavre qui parle. L'histoire reprend sur une rencontre traumatisante. Candide croise un mendiant dont l'aspect physique est littéralement apocalyptique. L'homme est couvert de pustules, ses yeux sont sans vie, son nez est rongé, et il perd ses dents à chaque effort de diction. Dans un élan de générosité, Candide lui offre ses derniers florins avant de découvrir avec horreur que ce zombie n'est autre que son maître, Pangloss. La première question de Candide évidemment concerne la belle Cunégonde. La réponse de Pangloss tombe comme un coup près. Elle est morte. Et pas de n'importe quelle manière. Après avoir été violée par des soldats bulgares, elle a été éventrée. Le reste de la famille n'a pas été épargné. Le baron a eu le crâne fracassé, la baronne a été découpée en morceaux, et le château a été totalement rasé. Devant cette accumulation de malheurs, Candide s'évanouit, ce qui est, admettons-le, une réaction assez raisonnable. La généalogie de la vérole et la logique du chocolat. Pangloss explique ensuite l'origine de son état. Il a contracté la vérole, la syphilis, auprès de Paquette, la suivante de la baronne. Voltaire s'amuse ici à tracer une généalogie absurde de la maladie. Paquette l'a reçue d'un cordelier, le cordelier d'une comtesse, remontant ainsi jusqu'à un compagnon de Christophe Colomb. Pangloss, fidèle à son optimisme inébranlable, soutient que cette maladie est indispensable. Selon sa logique, si Colomb n'avait pas ramené cette affection d'Amérique, nous n'aurions aujourd'hui ni le chocolat, ni la cochinille, le colorant rouge. En somme, perdre son nez est un sacrifice nécessaire pour pouvoir manger un dessert. C'est ce qu'on appelle avoir le sens des priorités. 3. Jacques l'Anabaptiste et le naufrage du bon sens. Heureusement, nos deux compères croisent Jacques l'Anabaptiste, le seul personnage véritablement humain du récit. Il soigne Pangloss, qui perd un œil et une oreille au passage, et les amène à Lisbonne pour affaire. Durant le voyage, Jacques essaie de tempérer l'optimisme de Pangloss en soulignant que les hommes sont devenus des loups. Arrivé près du port, une tempête déchaînée brise le navire. Jacques, en tentant de sauver un matelot brutal, tombe à l'eau. Le matelot, loin de l'aider, le laisse se noyer. Alors que Candide veut plonger pour secourir son bienfaiteur, Pangloss l'arrête avec un argument de génie. Il prouve a priori que la rade de Lisbonne a été formée exprès pour que l'Anabaptiste s'y noie. On atteint ici un sommet de toxicité philosophique. Laisser mourir son ami pour valider une théorie. 4. Le séisme de Lisbonne, le chaos et l'Inquisition. À peine débarqué, un tremblement de terre ravage la ville, faisant 30 000 morts. Tandis que Candide, blessé, supplie qu'on lui apporte du vin et de l'huile, Pangloss refuse de l'aider tant qu'il n'a pas terminé sa démonstration philosophique sur la cause suffisante du séisme. Pour éviter de nouveaux tremblements de terre, les autorités, l'université de Coïmbra, décident d'organiser un autodafé. Il s'agit de brûler quelques personnes pour apaiser Dieu. Sont arrêtés un Biscayen ayant épousé sa commère, 2 Portugais ayant refusé de manger du lard, suspectés de judaïsme, Pangloss pour avoir trop parlé, Candide pour avoir écouté Pangloss avec un air approbateur. Candide est fessé en cadence pendant que Pangloss est pendu. Une entorse à la coutume, mais Voltaire n'est plus à une absurdité près. Comble de l'ironie, le soir même la terre tremble à nouveau. Le sacrifice humain s'avère donc être un échec total en termes de géologie. Retrouvailles miraculeuses et résurrection de Cunégonde. C'est alors qu'une vieille femme mystérieuse prend Candide sous son aile. Elle le soigne secrètement et finit par le conduire dans une maison luxueuse où, surprise, Cunégonde est vivante. Après une séance d'évanouissement et de pleurs mutuels, elle raconte son calvaire. Elle confirme avoir été violée et poignardée, mais ajoute avec une désinvolture héroïque « On n'en meurt pas toujours ». Elle est devenue la captive d'un capitaine bulgare, qui l'a ensuite vendue à un banquier juif, dont Issachar. Actuellement, elle vit une situation complexe. Elle est partagée entre ce banquier et le grand inquisiteur, qui se relaie pour ses faveurs. Elle a réussi à préserver une certaine vertu par pur entêtement. Candide découvre alors que sa bien-aimée est devenue l'objet d'un étrange planning de garde entre le pouvoir religieux et le pouvoir financier. Note finale. La suite promet encore plus de sang, de larmes et de réflexion sur le fait que, décidément, tout ne va pas si bien que ça.
Dan Issachar débarque chez lui. C'est son jour de créneau, et il n'apprécie pas du tout de voir un intrus. Il sort un poignard, mais Candide, désormais armé d'une épée offerte par la vieille, réagit par instinct et le tue net. La situation empire lorsque, quelques heures plus tard, à minuit passé, l'inquisiteur entre à son tour, puisqu'on est techniquement dimanche. Candide fait alors un calcul mental rapide et d'une logique implacable. Il m'a fait fouetter, il est le rival, il va me faire brûler, donc je vais le suriner. En 2 minutes, Candide passe du statut de jeune homme naïf à celui de tueur en série malgré lui. Cunégonde est horrifiée par cette métamorphose, mais Candide justifie ses actes par le mélange explosif de l'amour, de la jalousie et des traumatismes infligés par l'Inquisition. 3. La fuite et l'ironie du sort. Sous l'impulsion de la vieille, la seule à garder la tête froide, le groupe s'enfuit à bride abattue vers Cadix sur 3 chevaux andalous. En chemin, le destin s'acharne. Un moine cordelier leur vole les bijoux et l'argent de Cunégonde dans une auberge. Candide, toujours influencé par Pangloss, note avec une ironie mordant que le moine a sans doute appliqué le principe philosophique selon lequel les biens de la terre sont communs à tous. Ruinés, ils parviennent tout de même à Cadix, où Candide, grâce à sa maîtrise des exercices militaires bulgares, est nommé capitaine d'infanterie pour une expédition. Le passé royal et tragique de la vieille. Pendant la traversée vers le Nouveau Monde, alors que Cunégonde se lamente sur ses malheurs, la vieille intervient avec un aplomb incroyable. Elle révèle qu'elle n'a pas toujours été une servante défigurée. Elle est en réalité la fille du pape Urbain X et de la princesse de Palestrine. Sa jeunesse n'était que luxe, château et beauté renversante. Elle devait épouser un prince magnifique, mais celui-ci est mort, empoisonné par un chocolat offert par une ex-maîtresse jalouse. Son calvaire ne faisait que commencer. Attaque de pirates. Lors d'un voyage maritime, elle est capturée par des corsaires. Les soldats du pape, censés la protéger, préfèrent demander l'absolution plutôt que de combattre. Le contrôle douanier. Les pirates soumettent toutes les femmes à une fouille rectale systématique à la recherche de diamants cachés. Voltaire souligne avec humour que c'est une pratique internationale très courante. Le massacre au Maroc. Elle atterrit en plein milieu d'une guerre civile sanglante entre les 50 fils de l'empereur du Maroc. 5. La boucherie marocaine et la survie. La description du Maroc faite par la vieille est apocalyptique. Elle décrit une fureur que les Européens ne peuvent imaginer. Lors d'un combat entre les pirates et une faction locale pour la possession des captives, les femmes sont littéralement déchirées. Chaque soldat tire un membre de son côté. Et la vieille voit sa mère et toutes ses suivantes être dépecées vivantes dans une scène de carnage absolu. Elle se réveille seule, mourante, au milieu d'une montagne de cadavres, sous un oranger. C'est là qu'elle entend une plainte en italienne venant d'un homme blanc. « O che sciagura d'essere senza coglioni » Quel malheur d'être sans testicules. Cette rencontre improbable marque le début d'un nouveau chapitre de ses malheurs, prouvant une fois de plus que dans ce récit, personne n'est épargné par le destin, mais que l'on trouve toujours le moyen de continuer sa route, même avec une fesse en moins. Voici un résumé extrêmement détaillé et fluide de cette partie des aventures de Candide, conçue pour ne rien manquer de l'ironie de Voltaire, tout en restant parfaitement accessible. 1. Trahison, castrat et l'enfer d'Alger. L'histoire de la vieille rebondit de façon spectaculaire lorsqu'elle croise la route d'un eunuque italien. Ce n'est pas n'importe qui, c'est l'homme qui l'a élevée dans son enfance. On apprend au passage une statistique terrifiante sur la Naples de l'époque, où l'on castrait ou chaponnait, pour l'image bucolique, des milliers d'enfants chaque année pour en faire des chanteurs ou des politiciens. On pourrait croire à des retrouvailles émouvantes, mais le monde de Voltaire est cruel. Sous prétexte de la ramener en Italie, le traître l'emmène à Alger pour la vendre comme esclave aux dailles locales. 2. La peste et le tour d'horizon de l'esclavage. À peine débarquée, la vieille goûte aux joies de la peste noire. Voltaire en profite pour glisser que la maladie est bien plus dévastatrice que les tremblements de terre. Le bilan est lourd. Le Dey, l'eunuque traître et presque tout le sérail passe l'arme à gauche. Seule notre héroïne survit pour entamer une sorte de world tour de la misère. Elle est échangée comme une marchandise de seconde main à travers tout le bassin méditerranéen, de Tunis à Tripoli, en passant par Alexandrie et Smyrne, pour finir à Constantinople. Son dernier propriétaire, un chef de janissaires, l'emmène finalement en plein conflit contre les Russes, du côté d'Azov. 3. La théologie du steak de fesses. C'est ici que l'histoire atteint un sommet d'absurdité macabre. Assiégés et mourant de faim, les janissaires envisagent de manger les femmes. C'est alors qu'un imam compatissant propose un compromis qu'il juge humanitaire. Au lieu de tuer ces dames, pourquoi ne pas leur couper juste une fesse à chacune? Selon lui, le ciel appréciera ce geste de charité. Les femmes subissent donc cette amputation,
sont soignés avec un baume pour circoncision et voient immédiatement après leur fort d'être pris par les Russes. Au milieu du carnage, un chirurgien français prend soin d'elle, tout en essayant de séduire la vieille malgré son anatomie désormais asymétrique. Ah, le charme français ne meurt jamais. 4. Le paradoxe de l'existence et la Russie. Après avoir été fouettée quotidiennement par un seigneur russe, la vieille s'enfuit à la mort de ce dernier. Elle traverse l'Europe, enchaînant les petits boulots ingrats dans toutes les villes possibles, Riga, Leipzig, Leyde. De cette vie de souffrance, elle tire une conclusion philosophique majeure. L'être humain est programmé pour adorer la vie, alors qu'il la déteste. Elle compare notre existence à un serpent qui nous dévore le cœur, mais que nous continuons de caresser. Pour prouver que le malheur est universel, elle lance un défi sur le bateau qui les mène en Amérique. Si Cunégonde trouve un seul passager qui n'a jamais maudit sa vie, elle accepte d'être jetée à l'eau. 5. Bienvenue à Buenos Aires et le gouverneur narcissique. Une fois arrivés à Buenos Aires, nos héros rencontrent le gouverneur, Don Fernando d'Ibarrar y Figueroa y Mascarenes y Lampurdos y Souza. Son nom est aussi long que son ego est démesuré. Ce noble arrogant tombe instantanément sous le charme de Cunégonde. Candide, trop honnête, hésite sur son statut. Est-elle sa femme, sa sœur, ce qui laisse le champ libre au gouverneur. La vieille, devenue une coach de survie ultra pragmatique, conseille à Cunégonde d'épouser le gouverneur. Après tout, elle n'a plus un sou. Et après avoir survécu à des viols collectifs et à une ablation de fesses, un mariage avec un riche noble n'est qu'un détail logistique. 6. La fuite et l'entrée en scène de Cacambo. La situation dégénère quand la justice espagnole débarque au port. Le meurtre du grand inquisiteur, tué par Candide plus tôt, a été découvert à cause d'un moine voleur qui a tenté de revendre les bijoux de Cunégonde. La vieille ordonne à Candide de fuir immédiatement. C'est là qu'on découvre Cacambo, le valet de Candide. Véritable couteau suisse humain, Cacambo a tout fait, moine, soldat, laquais. Il est le seul personnage lucide du groupe. Il convainc Candide de partir pour le Paraguay afin de rejoindre le royaume des Jésuites. 7. Le royaume des Jésuites, un paradoxe politique. Voltaire s'en donne à cœur joie pour critiquer l'hypocrisie religieuse. Cacambo explique que les Jésuites sont des génies. En Europe, ils confessent les rois. En Amérique, ils leur font la guerre. Ils ont créé un État où ils possèdent tout, tandis que le peuple n'a rien. C'est, selon l'ironie cinglante de l'auteur, un chef-d'œuvre de justice. À leur arrivée, Candide est accueilli avec méfiance, mais dès qu'on apprend qu'il est allemand, les portes s'ouvrent. Il est invité à rencontrer le commandant dans un pavillon de verdure somptueux, marquant un contraste violent entre le luxe des prêtres et la misère environnante. Note sur la Vielle. Elle est le parfait contrepoint à l'optimisme de Pangloss. Elle parle d'expérience, pas de théorie. Note sur Cacambo. Il représente l'action pure face à la paralysie intellectuelle de Candide. Voici un résumé extrêmement détaillé de cette partie des aventures de Candide, conçu comme un débriefing complet et accessible. Le choc des mondes, un paradis jésuite sur Terre. L'aventure reprend avec une arrivée fracassante au Paraguay, dans un décor qui ferait passer n'importe quel hôtel 5 étoiles pour un camping municipal. Candide et son fidèle Cacambo découvrent un univers de luxe insolent, des colonnes de marbre vert et or, des oiseaux exotiques, colibris et perroquets, servant de décoration instagrammable, et un petit déjeuner servi dans de la vaisselle en or massif. Le contraste est violent avec la réalité des habitants locaux qui, eux, tentent de survivre à la chaleur en mangeant dans de modestes bols en bois. C'est dans ce contexte de justice sociale très relative qu'apparaît le commandant, un jeune homme magnifique, aux lèvres rouges et au port altier, ressemblant davantage à un mannequin de haute couture qu'à un religieux austère. Le miracle de la résurrection et le drame familial. Le premier grand tournant survient lorsque le commandant interroge Candide sur ses origines. En entendant le nom de Thunder Ten Tronckh, le sang du jésuite ne fait qu'un tour. Il s'agit du fils du baron, le frère de Cunégonde, que l'on croyait mort lors du massacre bulgare. Après une séance de pleurs intenses, les fameux ruisseaux de larmes chers à Voltaire, le baron raconte sa survie miraculeuse. Laissé pour mort, il avait été réanimé par de l'eau bénite très salée, jetée sur ses yeux lors de ses obsèques. Apprécié par ses supérieurs pour sa beauté, il a grimpé les échelons jusqu'à devenir colonel et prêtre au Paraguay. Cependant, les retrouvailles virent rapidement au carnage. Lorsque Candide annonce naïvement son intention d'épouser Cunégonde, qui est vivante, et non loin de là, l'orgueil aristocratique du baron explose. Pour lui, un homme sans titre ne peut souiller une lignée possédant 72 quartiers de noblesse.
le baron gifle Candide du plat de son épée. En réaction, Candide, devenu un serial killer malgré lui, le transperce de son fer. Sous le choc, Candide pleure d'avoir tué son ancien maître, mais Cacambo, bien plus pragmatique, le déguise en jésuite pour permettre une fuite héroïque vers les frontières. Mes aventures amoureuses et gastronomie cannibale. En cavale, nos héros tombent sur une scène surréaliste, de femmes nues poursuivies par des singes qui leur mordent les fesses. Pensant faire une bonne action, Candide abat les animaux pour découvrir avec horreur qu'il vient de tuer les amants des demoiselles. Comme l'explique Cacambo, dans ce coin du monde, les frontières entre les espèces sont parfois floues. Ce faux pas les mène directement entre les mains des Oreillons, une tribu locale bien décidée à venger les jésuites en faisant bouillir Candide et Cacambo dans une marmite géante. Le quiproquo, les Oreillons croient que Candide est un jésuite à cause de son costume de vol. Le coup de génie, Cacambo prouve que Candide est en réalité l'ennemi des jésuites puisqu'il vient d'en tuer un. Le dénouement. Les indigènes, finalement très raisonnables, libèrent les prisonniers et leur offrent même des rafraîchissements. Le voyage vers l'impossible, l'entrée en Eldorado. Après ce barbecue évité de justesse, le duo décide de rejoindre Cayenne. Le trajet est une épreuve de survie digne d'un Koh-Lanta de l'extrême. Leurs chevaux meurent, ils se nourrissent de baies sauvages et finissent par dériver dans un canot sur une rivière sauvage. Après avoir traversé un tunnel de rochers terrifiant pendant 24 heures dans l'obscurité totale, leur embarcation se fracasse, mais ils débouchent enfin sur un spectacle époustouflant. Ils arrivent dans un pays où la boue est faite d'or et les cailloux de pierres précieuses. Bienvenue en Eldorado, une utopie où l'utile se mêle à l'agréable et où nos deux voyageurs vont découvrir que la richesse n'est qu'une question de perspective. Candide commence à se dire que si Pangloss a vu cet endroit, il aurait peut-être eu raison sur l'optimisme, pour une fois. Voici un résumé extrêmement détaillé et narratif de la 6e partie de votre document, centré sur l'escale à Eldorado et le retour brutal à la réalité. L'arrivée en Eldorado, un monde à l'envers. Dès l'entrée de Candide et Cacambo dans ce pays légendaire, le lecteur comprend que les lois de la physique et de l'économie ont pris des vacances. Imaginez des carrosses étincelants, non pas tirés par des canassons essoufflés, mais par de gros moutons rouges, capables de courir plus vite que des bolides de course. Le décor est d'une propreté clinique et d'une beauté presque insultante pour nos standards européens. Le premier choc culturel survient devant un groupe d'enfants de village jouant en palais. Leurs cailloux ne sont autres que des pépites d'or, des émeraudes et des rubis de la taille d'un poing. Fidèle à son éducation rigide, Candide s'imagine qu'il s'agit des enfants du roi. Quelle n'est pas sa surprise quand le maître d'école, le magister, rappelle ses élèves en les laissant abandonner ses trésors dans la boue comme de vieux jouets en plastique cassés. Quand Candide tente de les lui rendre avec une dévotion de premier de la classe, le prof lui rionnait et balance les diamants par terre. C'est la première leçon d'Eldorado. Ce qui fait la guerre en Europe est ici considéré comme de la vulgaire caillasse. Le banquet des merveilles et l'hôtellerie gratuite. Affamés, nos deux voyageurs s'arrêtent dans ce qu'ils croient être un cabaret, mais qui ressemble à un palais de la Renaissance. Ici, le menu ferait pâlir n'importe quel restaurant étoilé. Potage au perroquet, on espère qu'il ne parlait pas trop, candor rôti de 200 livres, le poulet version XXL, singe rôti et une salade de 900 colibris. Le tout servi dans du cristal de roche par des serveurs vêtus de drap d'or. À la fin du repas, Candide essaie de payer avec 2 énormes pièces d'or ramassées par terre. Les aubergistes éclatent de rire. On leur explique alors que les hôtels sont gratuits, financés par le gouvernement pour encourager le commerce. Candide commence sérieusement à se dire que son château de Westphalie était en fait un taudis mal isolé. La rencontre avec le sage de 172 ans. Cacambo, grâce à ses talents de traducteur, mène Candide chez un vieillard de 172 ans. Sa maison est simple, des portes en argent et des murs en or incrustés de rubis. Le vieux explique l'histoire du pays. Ce sont d'anciens Incas qui ont eu le bon goût de rester cachés derrière des montagnes infranchissables, au lieu de se faire massacrer par les Espagnols. Leur secret de bonheur ? L'isolement total. Ils considèrent leurs Européens comme de la fange, de la boue, et n'ont aucun désir de conquête. Côté religieux, c'est encore plus surprenant. Pas de prêtres, pas de tribunaux, pas de moines qui se battent pour des dogmes obscurs. Ils adorent un Dieu unique, mais ne lui demandent rien, car ils ont déjà tout. Ils passent leur temps à le remercier. C'est la fête de la musique spirituelle permanente, sans les embrouilles de réseaux sociaux ou de guerres de religion. Candide, éberlué, conclut qu'il faut absolument voyager pour se rendre compte que Pangloss, son mentor, racontait pas mal de bêtises. L'audience royale et le protocole coulent. Direction le palais royal dans un Uber mouton rouge. Le portail fait 220 pieds de haut,
et brille tellement qu'il rendrait aveugle un opticien. Quand Cacambo demande l'étiquette, faut-il ramper ou lécher le sol, le garde répond qu'il suffit de faire un câlin au roi et de lui faire 2 bises. Le roi est d'une élégance rare. Il offre des vêtements en duvet de colibri et traite ses invités comme des potes de longue date. Pas de tyrannie ici, juste de la convivialité et de la science, symbolisée par un immense palais des sciences rempli d'inventions. Le départ, la pire décision de l'histoire. Malgré ce paradis, Candide et Cacambo décident de partir. Pourquoi? Par vanité. Ils préfèrent être plus riches que tous les rois en Europe plutôt que d'être des citoyens ordinaires en Eldorado. Le roi, tout en soulignant leurs bêtises, accepte de les aider. Il fait construire une machine monstrueuse, coûtant 20 millions de livres locales, pour les hisser par-dessus les montagnes. Le cargo. 102 moutons rouges chargés de vivres, d'or et de diamants. Le voyage, une catastrophe logistique. En 100 jours, presque tous les moutons meurent de fatigue ou tombent dans des précipices. Le résultat, il ne leur reste que 2 moutons à l'arrivée à Suriname. Le choc de la réalité, l'esclave de Suriname. La fin de cette partie marque le retour brutal de la satire sociale. Aux portes de la ville, il croise un esclave noir dans un état lamentable. Il lui manque la jambe gauche et la main droite. Son crime? Avoir travaillé dans une sucrerie. S'il se coupe un doigt dans la meule, on lui coupe la main. S'il s'enfuit, on lui coupe la jambe. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe? Lâche-t-il. Cette rencontre est le coup de grâce pour l'optimisme de Candide. Quand l'esclave raconte que sa propre mère l'a vendu en croyant qu'il ferait la fortune de la famille, Candide s'effondre. Il définit enfin l'optimisme comme la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. Il entre dans Suriname en pleurant, réalisant que le monde réel est bien plus sombre que les jardins dorés d'Eldorado. Pour couronner le tout, il apprend que Cunégonde est la maîtresse du gouverneur de Buenos Aires, rendant son sauvetage encore plus complexe. Voici un résumé extrêmement détaillé et exhaustif de cette partie des aventures de Candide, conçue de manière fluide et accessible, avec une légère pointe d'humour. 1. L'arnaque monumentale de Suriname. L'épisode s'ouvre sur une séparation déchirante à Suriname. Candide, désormais richissime grâce au trésor d'Eldorado, confie une partie de sa fortune à son fidèle valet Cacambo. Ce dernier a pour mission de se rendre à Venise pour racheter la belle Cunégonde au gouverneur. Candide, de son côté, cherche un moyen de transport pour l'Europe. C'est ici qu'il rencontre M. Vanderdunder, un marchand hollandais, dont la moralité est inversement proportionnelle à son flair pour les affaires. Le marchand, sentant que Candide est ce qu'on appelle poliment un pigeon de compétition, fait grimper les enchères de manière absurde. Le prix initial est fixé à 10 000 piastres. Candide accepte sans broncher. Surpris par cette docilité, Vanderdunder monte à 20 000. Candide dit encore oui. Le prix finit à 30 000 piastres. Pour Candide, l'argent n'a plus de valeur, mais pour le marchand, c'est le signe qu'il tient une proie facile. Finalement, alors que Candide attend patiemment dans un petit canot, Vanderdunder lève l'ancre avec le gros navire, emportant les diamants et les 2 derniers moutons rouges. Candide se retrouve sur le carreau, victime d'un ghosting maritime qui lui coûte la fortune de 20 monarques. 2. La justice ou l'art de se faire plumer 2 fois. Totalement dévasté, Candide tente de faire valoir ses droits auprès d'un juge hollandais. C'est une véritable démonstration de l'absurdité administrative. Au lieu d'aider la victime, le juge commence par condamner Candide à payer 10 000 piastres d'amende pour le simple fait d'avoir frappé trop fort à sa porte et d'avoir crié. Ensuite, il lui réclame 10 000 autres piastres pour les frais d'audience, avant de lui annoncer qu'on s'occupera de son dossier quand le marchand sera de retour, ce qui, soyons honnêtes, n'arrivera jamais. C'est le point de rupture pour Candide. La perte matérielle n'est rien à côté de la noire mélancolie qui le saisit face à la méchanceté humaine. Il comprend que le monde n'est pas le jardin enchanté que Pangloss lui décrivait. 3. Le casting de la misère et l'arrivée de Martin. Pour ne pas voyager seul vers la France, Candide organise un concours pour le moins original. Il offre le voyage, la nourriture et une prime de 2000 piastres à l'homme le plus malheureux de la province. Le défilé des candidats est une galerie d'horreurs humaines. Candide finit par choisir Martin, un vieux savant qui a coché toutes les cases du bingo de la souffrance. Il a travaillé 10 ans pour des éditeurs, un destin pire que la mort selon Voltaire. Il a été volé par sa femme et battu par son fils. Sa fille l'a abandonné et il est persécuté par le clergé pour ses idées religieuses, socinianisme.
Candide se dit que le pessimisme radical de Martin sera un excellent divertissement pour contrebalancer son propre désespoir. 4. Débat philosophique et bataille navale. Durant la traversée, les deux hommes débattent du mal. Candide, malgré tout, garde une once d'optimisme parce qu'il lui reste quelques diamants, tandis que Martin est manichéen, il pense que Dieu a abandonné la terre à un être malfaisant. Pour Martin, les hommes sont par nature des éperviers qui mangent des pigeons, ils ne changeront jamais. Un événement vient ponctuer leur débat. Une bataille navale entre un vaisseau espagnol et un hollandais. Le navire hollandais coule, tuant de centaines d'innocents. Le coup de théâtre. Le navire qui sombre était celui de Vanderdendur, le voleur. Candide y voit une justice divine. Mais Martin fait remarquer que, si le voleur a été puni, des centaines de passagers innocents ont péri avec lui. Dans le chaos, Candide parvient tout de même à récupérer un de ses moutons Paris rouges. entre arnaque et médecine fantaisiste. Après une escale à Bordeaux, où l'Académie des sciences tente de prouver par des formules mathématiques absurdes pourquoi le mouton est rouge, Candide arrive à Paris. La capitale n'est pas tendre avec lui. Dès qu'on apprend qu'il est riche, Candide tombe étrangement malade. Il est alors assailli par des médecins, qui le soignent tellement qu'il finit par être vraiment souffrant. Des amis, qui ne l'aime que pour son coffre-fort, un prêtre qui exige une confession forcée sous peine de lui refuser une sépulture. Enfin, Candide rencontre un abbé Périgourdin, un personnage mielleux et opportuniste qui se propose de devenir son guide dans la jungle parisienne. Candide commence à comprendre qu'à Paris, le sport national n'est pas la politesse, mais l'art de tondre les moutons, et surtout les millionnaires. Bienvenue dans le bourbier parisien, Candide face à la ville lumière. Après avoir quitté l'Eldorado avec des moutons chargés d'or, Candide arrive enfin à Paris, accompagné de son inséparable compagnon de pessimisme Martin et d'un petit abbé Périgourdin qui, sous ses airs serviables, possède le radar d'un escroc de haut vol. Cette étape française n'est pas une simple visite touristique, c'est une plongée brutale dans une société où l'esprit brille autant que la morale y est sombre. Voltaire nous dresse ici un portrait au vitriol de la capitale, entre snobisme intellectuel, corruption généralisée et cruauté sociale. Scène 1. La comédie ou le festival des haters. Le séjour commence par une sortie au théâtre. Candide, dont le cœur est resté celui d'un enfant de Westphalie, est bouleversé par une tragédie nouvelle. Il pleure, il vibre, il admire le jeu des acteurs. Mais le plaisir est de courte durée. Un raisonneur, l'ancêtre du critique acerbe sur les réseaux sociaux, s'installe à côté de lui pour détruire son enthousiasme. Ce hater professionnel lui explique que la pièce est une horreur, que l'actrice joue mal, et, argument suprême de la pédanterie, l'auteur ne sait pas un mot d'arabe et pourtant la scène est en Arabie. C'est le triomphe de la forme sur le fond. S'ensuit un dialogue savoureux sur l'état de la littérature française. Le volume. Il existe environ 5000 à 6000 pièces de théâtre en France. La qualité, seules 15 ou 16 sont jugées bonnes. Le sarcasme de Martin, à l'annonce de ce chiffre dérisoire, Martin lâche un laconique « c'est beaucoup », soulignant que dans un monde médiocre, même 15 réussites relèvent du miracle. Scène 2. De la gloire des planches à la fosse commune. Candide, fasciné par une actrice jouant la reine Élisabeth, souhaite la rencontrer. L'abbé Périgourdin lui explique alors le paradoxe français. On traite les reines de théâtre comme des divinités quand elles sont vivantes. Voltaire Mais dès fait qu'elles ici expirent, une allusion on les directe jette à et la mer. révoltée au sort de l'actrice Adrienne Lecouvreur, Mademoiselle Monime, enterrée clandestinement dans un terrain vague parce que l'Église refusait les honneurs funèbres aux comédiens. Martin résume Paris en une phrase cinglante « C'est une nation qui rit de tout, même des pires horreurs, vivant dans une sorte de déni permanent entre deux plaisanteries. » Scène 3. Le casino de la marquise et le roast littéraire. L'abbé entraîne ensuite nos héros chez la marquise de Parolignac. L'ambiance est glaciale. On y pratique le jeu, le pharaon, avec une ferveur quasi religieuse. Candide, qui n'a pas encore compris que l'argent attire les prédateurs, perd 50 000 francs en un clin d'œil sans sourciller. Cette indifférence lui vaut l'admiration des laquais, qui le prennent pour un milord anglais immensément riche. Le souper qui suit est un véritable champ de bataille intellectuel où Voltaire règle ses comptes avec ses contemporains. Le sieur Gauchat et l'archidiacre Trublet, des auteurs de l'époque dépeints comme des pilleurs d'idées et des producteurs d'ennuis mortels. Le savant incompris, un homme d'esprit explique les règles de la tragédie parfaite, être naturel, parler au cœur des hommes. Candide l'admire, mais apprend avec stupeur que cet homme est un flop commercial total, dont personne n'achète les livres. C'est un autre Pangloss, conclut Candide, fasciné par ce génie inutile. Scène 4.
le catfishing et le piège de l'abbé. C'est ici que l'intrigue devient digne d'un thriller. L'abbé Périgourdin, ayant compris que l'amour pour Cunégonde était le point faible de Candide, organise une mise en scène diabolique. Candide reçoit une lettre de sa bien-aimée prétendant être malade à Paris. Il accourt les poches pleines d'or et de diamants. Dans une chambre sombre, pour cacher la supercherie, il baise une main potelée qui sort des draps et déverse sa fortune pour soigner celle qu'il croit sa princesse. Le coup de théâtre, au moment le plus pathétique, la police débarque. L'abbé, la fausse Cunégonde et l'officier de police, l'exempt, sont tous complices. Candide et Martin risquent le cachot comme étrangers suspects. Cependant, nous sommes à Paris, la justice a un prix. Candide offre 3 diamants à l'officier et soudain, le suspect devient le plus honnête homme du monde. L'argent n'achète pas seulement la liberté, il achète aussi la moralité aux yeux de la loi. Conclusion, fuite vers l'Angleterre. Dégoûté par cette ville qu'il qualifie de mélange de singes et de tigres, des gens frivoles capables de cruauté extrême, Candide décide de fuir. L'officier de police, devenu très prévenant grâce au pot des vins, les escorte jusqu'à Dieppe. Après avoir encore distribué quelques diamants pour faciliter le passage, Candide et Martin embarquent. Coûteuse et amère, confirmant la théorie de Martin. Partout où il y a des hommes, il y a des fourbes et des victimes, et l'optimisme de Pangloss semble de plus en plus être une fable pour enfants naïfs. Le spectacle glauque de l'Angleterre, tiré pour encourager. Après avoir quitté les rives de la France, Candide et son inséparable compagnon de pessimisme Martin se retrouvent sur un navire hollandais en direction de l'Angleterre. Candide, toujours un peu naïf, demande si les Anglais sont aussi déjantés qu'à Français. Martin, avec sa verve habituelle, lui explique que c'est une folie différente. Les 2 nations sont alors en guerre pour quelques arpents de neige au Canada, la guerre de 7 ans, dépensant pour ce conflit bien plus que ce que vaut le territoire en question. Un pur génie financier, n'est-ce pas ? Leur arrivée à Portsmouth est digne d'un film d'horreur. Ils assistent, au milieu d'une foule en liesse, à l'exécution d'un amiral, inspiré du véritable amiral Byng. L'homme est fusillé sur le pont de son propre navire, simplement parce qu'il n'a pas tué assez de gens lors d'une bataille contre les Français. Voltaire nous offre ici sa célèbre punchline. Dans ce pays-ci, il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres. Candide est tellement horrifié par cette logique de psychopathe qu'il refuse de mettre un pied à terre et exige qu'on l'emmène directement à Venise. Venise, retrouvailles, prostitution et désillusion. À Venise, l'optimisme de Candide est en chute libre. Cacambo a disparu avec ses diamants et Cunégonde reste introuvable. Martin, qui savoure presque d'avoir raison, lui explique qu'un valet devenu riche ne revient jamais vers son maître. C'est alors qu'il croise un jeune moine, un théatan, et une jeune fille qui ont l'air de nager dans le bonheur. Candide, voulant prouver à Martin que la joie existe, parie que ce couple est parfaitement heureux. Le choc des révélations, lors d'un dîner luxueux, la jeune fille se révèle être Paquette, l'ancienne servante du château de Thunderton-Troncac. Son CV depuis leur séparation est un véritable catalogue de la misère humaine. Elle a été séduite par un confesseur cordelier, puis chassée. Elle est devenue la maîtresse d'un médecin qui a empoisonné sa propre femme par jalousie. Elle a fini en prison, n'en sortant qu'en devenant la maîtresse d'un juge. Elle survit désormais grâce à la prostitution, subissant les humiliations des clients et le racket de la police. Son compagnon, le frère Giroflée, n'est pas mieux loti. Forcé d'entrer au couvent à 15 ans pour laisser l'héritage à son frère aîné, il déteste sa religion, ses supérieurs et sa vie. Il avoue même avoir parfois envie de foutre le feu au couvent. Candide tente de régler le problème à coups de billets, 3000 piastres, mais Martin prédit que cet argent ne fera que les rendre plus malheureux en attirant de nouveaux problèmes. Ou l'art d'être riche et blasé. Pour se remonter le moral, Candide rend visite au seigneur Pococurante, un noble richissime censé être l'homme le plus heureux du monde car il possède tout. Mais Pococurante est le hater ultime. Rien ne trouve grâce à ses yeux. L'art, ces tableaux de Raphaël, il les trouve moches et sans éclat. La musique, l'opéra, un bruit insupportable où l'on chante des choses ridicules. La littérature, Homère l'ennuie à mourir avec ses combats répétitifs, Virgile est jugé insipide et Horace est critiqué pour son style. La science, il méprise les académies et les livres de philosophie qui ne lui apprennent rien. Candide, impressionné, pense que Pococurante est un génie parce que rien ne peut lui plaire. Martin, plus lucide, conclut que le sénateur est simplement dégoûté par l'excès de ses propres richesses. On finit cette partie sur un constat amer. Entre l'amiral fusillé, la prostituée désespérée, le moine enragé et le riche blasé, le bonheur semble être une légende urbaine aussi crédible qu'un politicien en période électorale. Voici un résumé extrêmement détaillé et structuré de cette partie des aventures de Candide, mêlant analyse exhaustive et accessibilité. Le palais du dégoût, la visite chez le seigneur Pococurante. L'étape vénitienne de Candide nous fait découvrir le personnage de Pococurante, un noble richissime dont la principale occupation semble être de détester tout ce que le monde admire. Pour lui, la culture est un fardeau et le génie une imposture. Son analyse de la littérature classique est un véritable massacre.
Horace, Pococurante l'atomise littéralement. S'il sauve quelques maximes, il juge ses récits de voyage nuls et ses descriptions de dîners foireuses. Il ne supporte pas l'arrogance du poète qui prétend frapper les astres de son front. Cicéron, le grand orateur, est purement et simplement ghosté. Pococurante refuse de le lire car il en a assez des plaidoiries et trouve sa philosophie du doute inutile. Lâchant cette pique mémorable, je n'avais pas besoin de personne pour être ignorant. Les sciences et les arts. Il traite les 80 volumes de l'Académie de fatras inutiles, soulignant avec sarcasme que ces savants n'ont même pas inventé l'art de fabriquer des épingles. Quant au théâtre et à la théologie, il les ignore presque totalement, ne sauvant qu'une poignée de pièces sur des milliers. Le point d'orgue de ce dégoût est son attaque contre Milton et son paradis perdu. Pococurante traite l'auteur de barbare et se moque des images qu'il juge ridicules, comme le Messie utilisant un compas rangé dans une armoire céleste pour dessiner le monde, ou l'union entre le péché et la mort. Est fasciné par ce qu'il prend pour du génie, tandis que Martin, plus lucide, pose la question fatidique. Y a-t-il vraiment du plaisir à n'avoir aucun plaisir? Spoiler, Pococurante est juste un homme blasé par son propre luxe. Le G20 des losers, le souper des Sirois. Alors que Candide désespère de retrouver Cacambo, celui-ci réapparaît sous les traits d'un esclave. Il informe Candide que Cunégonde est à Constantinople, mais avant de partir, un événement surréaliste survient, le dîner des 6 rois déchus pendant le carnaval de Venise. Autour de la table, l'ambiance est au malaise royal. Achmed III, ancien sultan détrôné par son neveu, il vit désormais dans l'attente et la nostalgie. Ivan, empereur de Russie détrôné dès le berceau, ayant passé sa vie en prison. Charles-Édouard, prétendant au trône d'Angleterre, dont les partisans ont fini le cœur arraché. Les rois de Pologne. L'un a perdu ses terres par la guerre, l'autre, Stanislas, a fini par régner sur la Lorraine après avoir perdu son royaume 2 fois. Théodore de Corse, le plus misérable de tous, élu roi mais désormais SDF, il a dormi sur la paille en prison et ne possède plus rien. La scène se termine sur un contraste saisissant. Les rois déchus, pris de pitié, cotisent pour offrir des chemises à Théodore, tandis que Candide, le simple roturier enrichi par l'Eldorado, flex en offrant un diamant de 2000 sequins. C'est la preuve ultime que la fortune est plus instable qu'une connexion Wi-Fi dans un bunker. Retrouvailles et douche froide, le destin de Cunégonde. En route vers Constantinople, à bord du vaisseau d'Achmed III, Candide reste d'un optimisme de façade, tandis que Martin reste fidèle à son pessimisme légendaire, sa version du « mange ton kebab et tais-toi ». Mais les révélations de Cacambo sur Cunégonde sont une véritable douche froide à l'azote liquide. Cunégonde n'est plus la princesse rêvée, elle est devenue horriblement laide, a perdu sa fraîcheur et passe ses journées à faire la plonge pour un prince ruiné. Elle a été vendue, rachetée et dépouillée par des pirates. Malgré ce choc esthétique, Candide, en simp magnifique et homme d'honneur, décide qu'il est de son devoir de l'aimer toujours, même si le cœur n'y est plus vraiment. Le cliffhanger final, les revenants de la galère. Le récit se termine sur un rebondissement digne d'une série fantastique. Alors que Candide rachète la liberté de Cacambo, il observe 2 forçats ramer sur une galère turque sous les coups de fouetté. En s'approchant de leur visage défiguré par la souffrance, il croit reconnaître l'impossible. Pangloss, le philosophe censé être pendu, et le baron, le frère de Cunégonde, censé avoir été embroché. Voltaire nous rappelle ici que dans son monde, on ne meurt jamais vraiment, sauf si l'on est une personne normale sans importance narrative. Conclusion. Cette partie du récit illustre la vanité du pouvoir, la fragilité de la beauté et l'absurdité de l'existence, le tout saupoudré d'une ironie mordante, où les rois finissent en slip et les beautés en plongeuse de cuisine. Voici un résumé extrêmement détaillé et exhaustif de la conclusion de l'épopée de Candide, traitant des retrouvailles finales, des désillusions et de la sagesse acquise au bord du Bosphore. 1. Le rachat des revenants, un investissement coûteux. L'histoire reprend dans une atmosphère de choc émotionnel intense. Sur une galère turque, Candide reconnaît avec stupeur 2 forçats malmenés par le fouet du Levanti patron, son ancien mentor Pangloss et le baron de Thunderton-Trank. Grâce à la fortune colossale en diamants qu'il a ramenée d'Eldorado, faisant de lui une sorte de milliardaire avant l'heure, Candide n'hésite pas une seconde. Il se comporte en véritable pigeon magnifique face au patron de la galère, qui, sentant l'odeur de l'argent facile, exige la somme astronomique de 50 000 sequins pour leur libération. Candide paie rubis sur l'angle, après avoir dû brader un diamant de 100 000 sequins pour seulement la moitié de sa valeur auprès d'un prêteur peu scrupuleux. Peu importe l'arnaque, ses amis sont libres et le groupe met le cap sur Constantinople. 2. Les récits de survie, entre absurdité et indécence. Durant le trajet, les 2 rescapés racontent leur mésaventure, prouvant que le destin a un sens de l'humour très particulier et un peu cruel. Le baron, que l'on croyait mort après que Candide l'ait transpercé d'un coup d'épée par le passé, explique qu'il a été soigné par un apothicaire avant de devenir aumônier. Sa chute survient lors d'une journée de canicule.
Il a eu la mauvaise idée de se baigner nu avec un jeune page du sultan, un Nicoglin. Surpris par un juge, un cadi, il est condamné pour indécence à 100 coups de bâton sur la plante des pieds et envoyé aux galères. Le récit de Pangloss est encore plus rocambolesque. Il a survécu à sa propre exécution par l'Inquisition. La pluie ayant mouillé le bois du bûcher, on a décidé de le pendre. Mais le bourreau, un simple sous-diaque malhabile, a raté son nœud coulant. Pangloss, encore vivant, a été vendu à un chirurgien pour une dissection. Imaginez la scène, le chirurgien lui plante un scalpel dans le ventre, une incision cruciale, et Pangloss se réveille en hurlant comme un damné. Après avoir terrifié le médecin et sa femme, il est recousu par un barbier et finit par devenir laquais. Son crime final, avoir été trop lent à remettre un bouquet de fleurs tombé dans le décolleté d'une dévote dans une mosquée. Un imam zélé a crié au sacrilège et hop, retour à la casse-prison. 3. Le choc Cunégonde, la fin du fantasme. Arrivé chez le prince de Transylvanie pour récupérer Cunégonde, le rêve de Candide s'effondre brutalement. La belle princesse de ses souvenirs a subi un glow-down apocalyptique. Le texte est impitoyable. Elle est devenue rembrunie, elle a les yeux éraillés, la gorge sèche et les bras écaillés. Elle est, disons-le poliment, devenue d'une laideur effrayante. Candide recule d'horreur, mais son sens du devoir et son manque d'options le poussent à la racheter, elle et la vieille. Cunégonde, qui n'a pas de miroir sous la main, ne se doute absolument pas qu'elle ressemble désormais à un pruneau séché et exige que Candide tienne sa promesse de mariage. 4. Le retour du baron et la vie à la Métairie. C'est ici que l'absurdité atteint son paroxysme. Le baron, bien qu'esclave racheté et sans un sou, refuse catégoriquement que Candide épouse sa sœur, sous prétexte que Candide n'est pas assez noble. C'est le comble de l'ingratitude aristocratique. Sur les conseils du pragmatique Cacambo, la bande décide de renvoyer discrètement le baron aux galères pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Candide s'installe alors dans une petite ferme, une Métairie, avec tout le groupe. L'ambiance est catastrophique, Cunégonde devient de plus en plus acariâtre, la vieille est infirme et tout le monde s'ennuie à mourir. Paquette et frère Giroflée réapparaissent, ayant dilapidé tout leur argent, prouvant à Martin que la richesse ne règle aucun problème existentiel. 5. La quête de sens et la réponse du derviche. Cherchant désespérément à comprendre pourquoi le monde est si mal fait, Pangloss et Candide vont consulter un derviche réputé pour être le meilleur philosophe de Turquie. Pangloss tente de lancer une grande discussion métaphysique sur le mal et l'harmonie universelle. La réponse du sage est brutale. « Tais-toi ». Il compare l'humanité à des souris dans la cale d'un bateau dont le sultan ne se soucie absolument pas. Il leur claque littéralement la porte au nez, laissant les protagonistes face à leur propre vide intellectuel. 6. La révélation finale. Le jardinage comme thérapie. Le salut vient finalement d'une rencontre fortuite avec un vieil homme qui cultive tranquillement ses orangers. Ce vieillard ignore tout de la politique sanglante de Constantinople et se contente de travailler sa terre avec ses enfants. Il leur offre des sorbets, des pistaches et du café de moka, leur expliquant que le travail éloigne de nous 3 grands mots, les nuits, le vice et le besoin. Candide a enfin le déclic. Tandis que Pangloss essaye une dernière fois de justifier toutes les horreurs passées, les pendaisons, les viols, les coups de fouet, en disant que tout cela était nécessaire pour en arriver à manger des cédrats confits aujourd'hui, Candide l'interrompt avec la conclusion la plus célèbre de Voltaire. Cela est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin. Conclusion du récit. Candide abandonne les théories fumeuses et l'optimisme béat. L'équipe se met au travail. Cunégonde devient une excellente pâtissière, à défaut d'être belle, Paquette brode, et Giroflée devient un menuisier honnête. En se concentrant sur des tâches concrètes et modestes, ils trouvent enfin une forme de paix, loin des délires philosophiques qui les ont malmenés tout au long de leur voyage. Voici un résumé extrêmement détaillé et complet de la conclusion de Candide, traité avec une petite touche d'ironie et beaucoup de précision. 1. Le défilé des puissants déchus, le name-dropping de Pangloss. L'histoire se termine alors que nos héros, fatigués d'avoir parcouru le monde et subi les pires atrocités, se retrouvent enfin. Mais Pangloss, fidèle à lui-même, ne peut s'empêcher de philosopher. Pour prouver que le malheur est le lot des grands de ce monde, il se lance dans une énumération interminable de souverains ayant connu une fin tragique. Il cite en vrac les figures de l'Antiquité, Denis de Syracuse, devenu maître d'école, Pyrrhus, Persée, les têtes couronnées britanniques et européennes, Marie Stuart, Charles Ier, et même les 3 Henri de France assassinés. Les dirigeants ottomans, Bajazet, Mahoum et d'autres encore, tous déposés ou étranglés. L'argument de Pangloss est simple et un peu agaçant. Le pouvoir est un piège mortel. Selon lui, cette hécatombe historique justifie presque la misère actuelle du groupe. C'est à ce moment précis que Candide, qui a manifestement perdu patience face à ses discours stériles, coupe court à la discussion avec sa sentence désormais immortelle. Il faut cultiver notre jardin. C'est la fin du blabla et le début de l'action. 2. La théologie du labeur. Travailler pour ne plus souffrir. Pangloss, qui déteste ne pas avoir le dernier mot, tente de récupérer l'idée de Candide en citant la Bible.
Il rappelle qu'au Jardin d'Éden, l'homme y fut placé utoper aretoreem, pour qu'il le travaille. Cela prouve selon lui que l'être humain n'est pas fait pour le repos. Martin, le pessimiste de la bande, rejoint cette idée mais avec une approche beaucoup plus radicale et désabusée. Travaillons sans raisonner. Pour lui, c'est l'unique remède pour rendre une existence absurde enfin supportable. En gros, si ton cerveau t'empêche de dormir à force de ruminer sur la noirceur du monde, va donc passer la serpillière, ça t'occupera l'esprit. 3. La grande métamorphose de la petite ferme. C'est ici que le récit prend un tournant pragmatique et presque joyeux. Toute la communauté se met au travail et chacun trouve sa place dans cette micro-société productive. Cunégonde, Voltaire avec son sens du compliment légendaire, nous précise qu'elle est devenue bien laide. Cependant, elle compense sa beauté perdue en devenant une excellente pâtissière. Elle ne fait plus rêver, mais elle fait des tartes, ce qui est finalement plus utile. Paquette, l'ancienne demoiselle de joie se découvre un talent pour la broderie. La vieille, elle s'occupe du linge et de la cuisine. Malgré ses infirmités et sa fesse manquante, elle reste active. Frère Giroflée, c'est sans doute la transformation la plus surprenante. Le moine débauché devient un très bon menuisier. Plus incroyable encore, il finit par devenir un honnête homme. Le travail manuel semble avoir eu un effet purificateur sur son âme. Grâce à cette discipline collective, la petite métairie finit par prospérer financièrement. Ils ne sont peut-être pas au paradis, mais ils ont du pain sur la planche et de l'argent dans les poches. 4. La logique circulaire de Pangloss est le mot de la fin. Dans un dernier élan d'optimisme forcené, Pangloss tente de relier tous les malheurs passés de Candide à leur bonheur présent. Il explique que si Candide n'avait pas été chassé d'un château pour ses amours, s'il n'avait pas été torturé par l'Inquisition, s'il n'avait pas perdu ses moutons rouges d'Eldorado, il ne serait pas là, aujourd'hui, à manger des cédrats confits et des pistaches. C'est la démonstration ultime de sa philosophie. Chaque horreur était un ingrédient nécessaire à ce petit moment de grignotage. Candide, avec une sagesse acquise dans la douleur, ne cherche même plus à débattre. Il valide poliment les propos du vieux prof, mais ramène tout à l'essentiel. Cela est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin. Rideau. 5. L'envers du décor. L'hommage à Wikisource. Le document se clôt sur une note plus moderne rendant hommage à la plateforme Wikisource qui a permis la numérisation de ce texte de Voltaire. On y apprend que